Il existe, dans les archives partiellement détruites du comté de Beauregard, en Caroline du Sud, un testament daté de 1849 qui ne mentionne aucun héritier, aucun bénéficiaire, aucune propriété. Seulement une phrase griffonnée d'une main tremblante. « Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai créé et que mon sang n'hérite jamais de ce qu'il m'a volé. » Avant de poursuivre cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien permet de faire revivre ces histoires oubliées. L'année 1831 marquait un tournant dans le sud des États-Unis. Les plantations de coton régnaient en maîtresse absolue sur l'économie de la Caroline du Sud, et avec elle, le système d'esclavage qui maintenait cette prospérité. Dans la région rurale au nord de Charleston, entre les marais salants et les forêts de cyprès, s'étendaient des domaines immenses où des familles blanches construisaient leurs empires sur le dos d'hommes et de femmes qu'elles considéraient comme leur propriété. La plantation Riverside occupait près de 1200 acres de terre fertile le long de la rivière Edisto. La demeure principale, construite en 1815, se dressait au sommet d'une légère colline, une structure imposante de briques rouges et de colonnes blanches qui dominait les champs de coton, s'étendant à perte de vue. 87 esclaves travaillaient cette terre, logés dans des cabanes délabrées alignées derrière les granges, invisibles depuis la maison des maîtres. Catherine Belmont avait hérité de Riverside à la mort de son mari, Jonathan Belmont, en 1828. Jonathan était mort d'une fièvre typhoïde qui l'avait emporté en moins d'une semaine, laissant sa veuve de 26 ans seule à la tête d'un domaine qu'elle connaissait peu. Ils n'avaient pas eu d'enfants durant leurs 6 années de mariage, un fait qui alimentait les rumeurs dans les salons de Charleston. Catherine, disaient les langues perfides, était stérile, une malédiction pour une lignée qui s'éteignait. Mais Catherine n'était pas une femme ordinaire de son époque. Éduquée dans un pensionnat de Boston avant que son père ne la rappelle en Caroline pour la marier, elle savait lire, écrire et possédait une intelligence vive que la société sudiste jugeait inappropriée pour une dame. Elle gérait les comptes de la plantation avec une précision que peu d'hommes auraient égalée. Elle connaissait le cours du coton, négociait directement avec les acheteurs de Charleston, et refusait les conseils non sollicités des planteurs voisins qui la considéraient incapable de diriger seule un tel domaine. Dans ce monde rigide de conventions sociales et de hiérarchie raciale inflexible, Catherine vivait isolée. Les familles des plantations voisines la visitaient rarement. Les dames de Charleston la jugeaient trop indépendante, trop hautaine, trop peu féminine dans sa manière de diriger ses affaires. Les hommes, eux, la regardaient comme une anomalie, une veuve riche qui devrait se remarier rapidement pour confier les responsabilités à un homme capable. Cette solitude créait un vide dans la grande maison silencieuse où résonnaient seulement les pas de Catherine et ceux de ses 2 servantes domestiques. Les soirées s'étiraient, interminables, ponctuée uniquement par le crépitement du feu dans la cheminée et le bruissement des pages lorsqu'elle lisait pour tenter d'oublier l'écho de sa propre respiration dans les pièces trop vastes. Gabriel était arrivé à Riverside en 1825, acheté lors d'une vente aux enchères à Charleston. Jonathan Belmont l'avait acquis non pour les champs, mais pour la bibliothèque. L'ancien propriétaire de Gabriel, un pasteur méthodiste qui avait quitté le sud pour s'installer dans le nord, avait commis ce que beaucoup considéraient comme un péché impardonnable. Il avait appris à lire à certains de ses esclaves, dont Gabriel. Gabriel savait non seulement lire, mais aussi écrire avec une calligraphie élégante, tenait des registres complexes et possédait une connaissance des classiques qui surpassait celle de nombreux hommes blancs de la région. Jonathan Belmont, amateur de livres mais administrateur médiocre, avait vu en Gabriel l'instrument parfait pour gérer sa bibliothèque et organiser ses papiers. Gabriel passait ses journées dans le bureau du premier étage, classant des documents, recopiant des lettres, consultant des registres. Après la mort de Jonathan, Catherine avait conservé Gabriel à ce poste. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne les contrats, les registres de plantation, les correspondances commerciales.
Et Gabriel, avec sa discrétion absolue et son intelligence manifeste, était devenu indispensable. Il gérait les comptes avec elle, rédigeait les lettres aux acheteurs de coton, organisait les archives de la plantation. Les mois passèrent. Catherine et Gabriel travaillaient ensemble presque quotidiennement, penchés sur les mêmes registres, discutant des mêmes chiffres. Catherine découvrait en Gabriel un esprit cultivé, capable de conversations que peu d'hommes de sa connaissance auraient pu tenir. Il citait Virgile en latin, connaissait Shakespeare mieux qu'elle, et possédait une compréhension aiguë de l'économie et de la finance. La distance sociale qui les séparait restait toujours présente, codifiée par des siècles de lois et de coutumes. Gabriel ne la regardait jamais directement dans les yeux. Il se tenait toujours debout lorsqu'elle était assise. Il parlait uniquement lorsqu'on s'adressait à lui. Mais dans ces moments partagés dans le bureau silencieux, quelque chose se développait. Une reconnaissance mutuelle. Une connexion interdite. L'été de 1831 fut particulièrement étouffant. La chaleur écrasante transformait la Caroline du Sud en fournaise humide. Catherine passait de plus en plus de temps dans le bureau, prétextant la nécessité de travailler sur les comptes. Gabriel était toujours là, silencieux, efficace, sa présence devenue aussi familière que le mobilier de la pièce. Un soir d'août, alors que l'orage grondait au loin et que les servantes s'étaient retirées dans leur quartier, Catherine resta tard au bureau. Gabriel terminait de recopier une série de contrats. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. Catherine le regardait travailler, admirant la précision de ses gestes, la concentration sur son visage. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut jamais consigné dans aucun document. Aucune lettre, aucun journal intime ne mentionna ce moment où les barrières sociales s'effondrèrent dans l'obscurité d'une pièce isolée. Mais 9 mois plus tard, le 15 mai 1832, Catherine Belmont donna naissance à un fils qu'elle prénomma Thomas. La naissance de Thomas provoqua un scandale contenu, murmuré derrière les éventails dans les salons de Charleston, mais jamais exprimé ouvertement. Une veuve qui accouche 3 ans après la mort de son mari. Les calculs étaient simples, les conclusions évidentes, mais personne n'osait accuser directement Catherine Belmont. Sa fortune, sa position sociale, et surtout l'absence de preuves tangibles protégeaient sa réputation. Catherine elle-même semblait imperméable aux rumeurs. Elle présenta Thomas à la société comme son fils légitime, le seul héritier de la plantation Riverside. Le bébé avait la peau étrangement pâle, presque translucide, avec des cheveux d'un blond cendré qui ne rappelaient ni Catherine ni son défunt mari. Les traits du visage restaient ambigus, comme souvent chez les nouveau-nés, et personne ne pouvait affirmer avec certitude qu'il ressemblait à qui que ce soit. Gabriel, lui, continua son travail dans le bureau comme si rien ne s'était passé. Catherine et lui ne se parlaient non plus que pour les affaires de la plantation. Les longues soirées de conversation avaient cessé. Une distance froide et professionnelle s'était installée entre eux. Gabriel dormait toujours dans les quartiers des esclaves, travaillait toujours dans le bureau, mais quelque chose de fondamental avait changé dans son regard. Une résignation profonde, peut-être, ou une rage silencieuse, soigneusement cachée derrière une façade de soumission parfaite. Thomas grandit dans la grande maison, entouré de luxe et de privilèges. Catherine l'adorait, avec une intensité qui surprenait même les servantes. Elle passait des heures avec lui enseignait elle-même à lire avant même qu'il atteigne 5 ans, lui parlait comme à un adulte dès son plus jeune âge. Thomas était brillant. À 6 ans, il lisait couramment. À 8 ans, il discutait de politique et d'économie avec une compréhension précoce. Mais au fur et à mesure que Thomas grandissait, certaines caractéristiques physiques devenaient plus évidentes. Ses cheveux s'étaient légèrement foncés, prenant une teinte châtain qui n'appartenait ni à Catherine ni aux Belmont. Ses yeux d'un brun profond semblaient trop foncés pour la génétique familiale. Et surtout, pendant l'été, sa peau bronzait facilement, prenant une coloration que les dames de Charleston jugeaient inhabituelle pour un enfant de bonne famille. Les rumeurs s'intensifièrent. Des murmures s'élevaient lors des réceptions auxquelles Catherine assistait rarement.
On parlait de sang mêlé, de secrets honteux, d'un enfant qui n'aurait jamais dû naître. Mais Catherine ignorait ces voix. Elle élevait Thomas comme l'héritier légitime de Riverside, lui enseignait tout ce qu'elle savait, le préparait à diriger la plantation un jour. Gabriel observait tout cela depuis sa position silencieuse dans le bureau. Il voyait Thomas grandir, devenir un jeune homme instruit et cultivé. Il voyait comment Catherine protégeait l'enfant, comment elle construisait autour de lui une forteresse de privilèges et de statut social. Et jamais, pas une seule fois, Gabriel n'exprima la moindre revendication, la moindre reconnaissance de paternité. Car dans le sud de 1830, un tel aveu aurait signifié la mort immédiate. Les lois interdisaient strictement les relations entre blancs et esclaves. Un esclave accusé d'avoir eu des relations avec une femme blanche serait pendu, probablement après avoir été torturé. Catherine elle-même serait ruinée socialement, peut-être même emprisonnée. Et Thomas serait légalement reclassé comme esclave, propriété de la plantation, vendu probablement à la première vente aux ancres. Donc Gabriel gardait son secret. Il continuait à gérer les livres de comptes, à organiser les papiers, à servir Catherine avec une efficacité silencieuse. Mais quelque chose brûlait derrière ses yeux. Une connaissance. Un pouvoir silencieux. Le secret qui pourrait détruire tout le monde s'il était révélé. L'année 1840 marqua un tournant dans la dynamique de Riverside. Thomas avait 8 ans, Catherine avait 40 ans, et Gabriel, maintenant dans la quarantaine, commençait à montrer les signes d'une vie de labeur et de subordination forcée. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Son dos se courbait légèrement lorsqu'il se penchait sur les registres. C'est cette année-là que Thomas commença à poser des questions innocentes au début. Pourquoi n'avait-il pas de portrait de son père? Pourquoi maman ne parlait jamais de lui? À quoi ressemblait-il? Lui ressemblait-il? Catherine évitait ces questions avec habileté. Elle racontait des histoires vagues sur Jonathan Belmont, embellissant sa mémoire, créant une fiction d'un homme qu'elle avait à peine connu. Mais Thomas était intelligent, trop intelligent. Il remarquait les incohérences dans les récits de sa mère. Il remarquait comment elle changeait de sujet lorsqu'il insistait. Il remarquait les silences gênés des rares visiteurs lorsqu'il mentionnait son défunt père. Un après-midi de septembre, Thomas entra dans le bureau où Gabriel travaillait. Catherine était à Charleston pour affaires, et Thomas, laissé sous la surveillance des servantes, s'ennuyait. Il s'assit dans le fauteuil de sa mère et observa Gabriel qui recopiait des lettres. « Gabriel, » dit Thomas avec la familiarité innocente d'un enfant de 8 ans, « depuis combien de temps travaillais-tu ici ?» Gabriel leva les yeux brièvement, puis les baissa de nouveau vers son travail. « Depuis 15 ans, jeune maître. »« Tu connaissais mon père ?»« Oui, jeune maître. »« À quoi ressemblait-il » Gabriel hésita. Une pause imperceptible, mais significative. Monsieur Belmont était un homme grand, aux cheveux clairs, aux yeux bleus, un gentleman. Thomas fronça les sourcils. « Mes yeux ne sont pas bleus. »« Non, jeune maître. »« Pourquoi ?» Gabriel posa sa plume. Il regarda Thomas pour la première fois vraiment, directement. Leurs yeux se rencontrèrent. Et dans ce bref instant, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance. Une vérité non dite, mais ressentie. « Les mystères de la génétique sont complexes, jeune maître, » dit doucement Gabriel. Parfois, les enfants ne ressemblent ni à leur père ni à leur mère, mais à des ancêtres lointains. Thomas continua à fixer Gabriel. « Tu es intelligent, Gabriel. Maman dit que tu es plus intelligent que la plupart des hommes blancs qu'elle connaît. Votre mère est trop généreuse. »« Non, » insista Thomas. « Tu es intelligent. Tu sais des choses. Tu lis des livres que même moi je ne comprends pas encore. Pourquoi es-tu esclave ?» La question, posée avec l'innocence brutale d'un enfant, frappa Gabriel comme un coup physique. Il demeura silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix basse et contrôlée, « Parce que je suis né ainsi, jeune maître. Et dans ce monde, la naissance détermine tout. » Cette conversation planta une graine dans l'esprit de Thomas. Une curiosité qui grandissait. Il commença à observer Gabriel plus attentivement.
Il remarquait comment Gabriel se déplaçait, comment il parlait, comment il pensait. Et lentement, sans même comprendre complètement ce qu'il cherchait, Thomas commença à comparer. Les traits de son propre visage dans le miroir, la couleur de sa peau, la forme de ses mains, la structure de son nez. Les années suivantes virent cette curiosité se transformer en obsession discrète. Thomas lisait tout ce qu'il pouvait sur l'hérédité, sur la génétique, sur les lois régissant les mariages et les successions. Il étudiait les registres de la plantation que Gabriel maintenait méticuleusement. Il cherchait des indices, des preuves, des confirmations de ses soupçons grandissants. À 13 ans, en 1845, Thomas découvrit un document crucial. C'était un registre d'achat d'esclaves de 1825. Gabriel y était listé, acheté à Charleston, avec une notation inhabituelle, alphabétisé, expérimenté en tenue de livre, ancien propriétaire, révérend Samuel Whitfield, déménagé au Massachusetts. Thomas nota le nom. Il écrivit secrètement au Massachusetts, prétendant faire des recherches historiques sur les pratiques d'alphabétisation des esclaves pour un projet scolaire. Le révérend Whitfield, maintenant âgé, répondit avec enthousiasme, content de parler de ses efforts d'éducation. Il mentionna Gabriel spécifiquement, le décrivant comme « l'étudiant le plus doué que j'ai jamais eu, blanc ou noir, d'une intelligence remarquable et d'une noblesse de caractère rare. » Noblesse de caractère. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Thomas. Il commença à regarder Gabriel différemment. Non plus comme un simple esclave, mais comme quoi exactement? Un ami? Un mentor? Quelque chose de plus? Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un pouce bleu et dites en commentaire ce que vous pensez qu'il va découvrir. Le mystère ne fait que commencer. L'été de 1846 fut particulièrement chaud. Thomas avait 14 ans maintenant, à l'âge où les garçons commencent à ressembler aux hommes qu'ils deviendront. Et chaque jour, en se regardant dans le miroir, Thomas voyait des traits qui ne pouvaient pas s'expliquer par la génétique de Catherine ou de Jonathan Belmont. Sa peau, même en hiver, gardait une teinte légèrement ambrée. Ses cheveux, épais et ondulés, étaient d'un brun profond qui tirait parfois vers le noir sous certains éclairages. Ses lèvres étaient plus pleines que celles de sa mère. Son nez avait une forme distincte, pas tout à fait caucasien, pas tout à fait africain, mais quelque chose d'intermédiaire. Et puis il y avait Gabriel. Thomas ne pouvait plus ignorer les similitudes. La même structure osseuse du visage, les mêmes mains longues et fines, la même façon de froncer les sourcils en se concentrant, la même intelligence vive dans les yeux. Un soir, Thomas confronta sa mère. Ils étaient dans le salon, Catherine brodait près de la fenêtre tandis que Thomas prétendait lire. Il posa son livre brusquement. « Mère, je dois te poser une question directe. » Catherine leva les yeux, surprise par le ton de son fils. « Oui, Thomas ? Mon père était-il vraiment Jonathan Belmont ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Catherine ne bougea pas, mais son visage se vida de toutes couleurs. Ses doigts se crispèrent sur sa broderie. « Pourquoi poses-tu cette question ?» Sa voix était à peine un murmure. « Parce que je ne lui ressemble pas. Parce que personne dans sa famille ne me ressemble. Parce que les calculs ne fonctionnent pas. Il est mort en 28, je suis né en 32. 4 ans, mère. 4 ans. » Catherine posa sa broderie d'une main tremblante. « Thomas, tu ne comprends pas les complexités. »« Je comprends très bien, » coupa Thomas, sa voix montant malgré lui. « Je comprends que je suis un bâtard. Je comprends que quelqu'un d'autre est mon père, et je pense savoir qui. » Catherine se leva brusquement, traversant la pièce pour fermer la porte. Quand elle se retourna vers Thomas, son visage était un masque de peur et de désespoir. « Ne dis jamais, jamais ces mots à voix haute, » siffla-t-elle. « Tu comprends? Jamais. Pas à moi, pas à toi-même, pas dans tes prières. Ces mots pourraient te détruire. Me détruire, ou te détruire toi. » Catherine s'approcha de lui, saisit ses épaules avec une force surprenante. « Écoute-moi bien. Dans ce monde, dans cette société, tu es Thomas Belmont,
fils de Jonathan et Catherine Belmont, héritier de Riverside. C'est la vérité légale, la seule vérité qui compte. Tout le reste est poison. Mais si je suis... Thomas ne pouvait même pas prononcer le mot. Tu n'es rien d'autre que ce que les documents disent que tu es, dit Catherine fermement. Ton acte de naissance te nomme Thomas Belmont. Les testaments de ton père te désignent comme son héritier. Les lois de la Caroline du Sud reconnaissent ta légitimité. C'est tout ce qui importe. Et Gabriel? Catherine lâcha les épaules de Thomas comme si elle s'était brûlée. Gabriel est mon esclave, c'est tout. C'est un mensonge. C'est la vérité qu'il faut protéger, répliqua Catherine, ses yeux brillants de larmes contenues. Parce que si cette vérité s'effondre, tout s'effondre. Ta liberté, ta fortune, ta vie. Tu comprends? Si la vérité, l'autre vérité, était connue, tu serais légalement reclassé. Tu serais... Elle ne put terminer la phrase. Thomas comprit néanmoins. Esclave. Il serait classé comme esclave. Propriété. Moins qu'un homme. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il restait éveillé dans son lit, fixant le plafond, son monde entier s'effondrant autour de lui. Tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même était un mensonge, ou plutôt une fiction soigneusement construite pour le protéger d'une vérité qui pourrait le détruire. Le lendemain, Thomas alla au bureau où Gabriel travaillait. Il ferma la porte derrière lui. Gabriel leva les yeux, et quelque chose dans l'expression de Thomas lui fit poser sa plume. « Tu sais, n'est-ce pas ?» dit simplement Thomas. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il observa le jeune homme devant lui, ce garçon de 14 ans qui ressemblait tellement à lui-même dans sa jeunesse. Puis, lentement, il hocha la tête. « Depuis toujours ?» demanda Thomas. « Depuis le début. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Gabriel eut un rire amer et sans humour. « Dire quoi, jeune maître? Que tu es mon fils? Que j'ai violé toutes les lois de ce pays, de cette société? Que ta mère et moi avons commis un crime qui nous aurait fait pendre tous les deux? Que toi, innocent de tout cela, tu serais légalement transformé en propriété? Qu'aurais-tu voulu que je dise ?» Thomas s'assit lourdement dans le fauteuil. « Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Le silence était la seule protection que je pouvais t'offrir, » dit doucement Gabriel. « Le silence et le secret. Ta mère a fait le reste. Elle t'a donné un nom, un statut, un avenir. Elle t'a protégé du monde. En mentant, en survivant, corrigea Gabriel. Dans ce monde, la vérité est un luxe que ni toi ni moi ne pouvons nous permettre. » Thomas leva les yeux vers Gabriel. « Que ressens-tu quand tu me regardes, quand tu sais que je suis, que nous sommes? » « Je ressens de la fierté, » dit Gabriel simplement. « Tu es brillant, cultivé, bon. Tu es devenu tout ce que j'aurais voulu être si j'étais né libre. Tu es ma revanche silencieuse contre ce système qui voudrait nier mon humanité. Mais tu es esclave, mon esclave techniquement. Oui, c'est l'ironie cruelle de notre situation. » Thomas se leva, marchant de long en large dans le bureau. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Je pourrais t'affranchir. Quand j'hériterai... » « Non, » coupa Gabriel fermement. « Tu ne peux pas. Réfléchis, Thomas. Si tu m'affranchis, les gens se demanderont pourquoi. Ils examineront de plus près. Ils remarqueront les similitudes. Et alors, tout s'effondrera. Donc nous sommes prisonniers de ce mensonge. Nous sommes prisonniers de la vérité, » dit Gabriel. « Le mensonge est notre seule évasion. » Les années qui suivirent cette révélation furent étranges et tendues. Thomas et Gabriel développèrent une relation tacite, un équilibre délicat entre la reconnaissance privée et le déni public. En présence d'autres personnes, Thomas traitait Gabriel comme n'importe quel maître traiterait son esclave. En privé, dans le bureau fermé, ils partageaient des conversations qui ressemblaient presque à celles d'un père et d'un fils. Gabriel enseignait à Thomas tout ce qu'il savait, pas seulement les contes et les registres, mais la philosophie, la littérature, l'histoire. Il discutait de Platon, de Cicéron, de Locke. Il débattait de la nature, de la liberté, de la justice, de l'humanité. Gabriel, libéré dans ces moments de son rôle d'esclave, parlait avec une éloquence et une profondeur qui fascinaient Thomas.
Catherine observait cette relation avec des sentiments mitigés. Elle était soulagée que Thomas ait trouvé une figure paternelle, même si cette figure était la source même du danger qui pesait sur eux tous. Elle voyait comment Thomas s'épanouissait sous la tutelle de Gabrielle, comment son intelligence se développait, comment sa compréhension du monde se complexifiait. Mais elle voyait aussi les dangers. La familiarité croissante entre Thomas et Gabrielle pourrait attirer l'attention. Les servantes commençaient à remarquer combien de temps Thomas passait enfermé dans le bureau avec Gabrielle. Les rares visiteurs de Riverside commentaient sur l'éducation exceptionnelle de Thomas, se demandant qui pouvait bien être son tuteur. En 1848, quand Thomas eut 16 ans, Catherine décida qu'il était temps de l'éloigner. Elle l'envoya à l'université de Virginie, un établissement prestigieux où les fils de bonnes familles du Sud allaient se polir avant de prendre leur place dans la société. Thomas partit avec réticence. Il ne voulait pas quitter Riverside, ne voulait pas quitter Gabrielle. Mais Catherine insista. « Tu dois avoir une éducation formelle, dit-elle. Tu dois établir des connexions, construire un réseau. C'est ce qui protégera ton avenir. » Ce qu'elle ne dit pas, mais ce que Thomas comprit, c'était qu'elle voulait l'éloigner de Gabrielle. Elle voulait rompre cette connexion qui devenait trop visible, trop dangereuse. À l'université, Thomas excella académiquement, mais socialement, il luttait. Ses camarades de classe, tous de familles blanches aisées, trouvaient quelque chose d'étrange chez lui. Il n'était pas comme eux. Sa peau bronzait trop facilement. Ses traits n'étaient pas tout à fait corrects. Et il avait des opinions troublantes sur l'esclavage, des questions sur le système qui mettait ses condisciples mal à l'aise. « Tu parles comme un abolitionniste », lui dit un jour son compagnon de chambre. « Attention, Belmont, ces idées sont dangereuses dans le Sud. » Thomas apprit à garder ses pensées pour lui. Il apprit à jouer le rôle du gentilhomme sudiste, à faire semblant de croire aux hiérarchies raciales qu'il savait être des fictions absurdes. Mais intérieurement, il bouillonnait. Chaque discussion sur l'infériorité naturelle des Noirs, chaque justification de l'esclavage, chaque proclamation de la suprématie blanche était un poignard qui lui rappelait sa propre position précaire. Pendant ce temps, à Riverside, Gabrielle continuait son travail silencieux. Il gérait la plantation avec une efficacité qui impressionnait même Catherine. Les récoltes étaient bonnes, les comptes équilibrés, les affaires prospères. Gabrielle était devenu indispensable, non seulement comme comptable mais comme administrateur de fait de tout le domaine. Catherine, maintenant dans la quarantaine avancée, commençait à ralentir. Elle souffrait de migraines fréquentes, de douleurs articulaires, de fatigue soudaine. Elle s'appuyait de plus en plus sur Gabrielle pour les décisions quotidiennes. Et Gabrielle, toujours loyal, toujours silencieux, assumait ses responsabilités sans jamais dépasser les limites de sa position. Mais quelque chose changeait en Gabrielle. Les années de subordination forcée, de déni de sa propre paternité, de vie dans l'ombre commençaient à peser sur lui. Il voyait son fils grandir loin de lui, transformé en gentleman blanc, tandis que lui restait enchaîné à sa condition d'esclave. La fierté qu'il avait ressentie se transformait lentement en une amertume sourde. En juin 1849, Thomas revint à Riverside pour l'été après sa première année universitaire. Il avait changé, plus grand, plus mûr, plus confiant, mais aussi plus amer, plus conscient des injustices qui structuraient son monde. La première chose qu'il remarqua fut la détérioration de l'état de sa mère. Catherine avait vieilli considérablement en 1 an. Ses cheveux étaient presque complètement gris. Son visage était creusé, marqué par la douleur chronique. Elle passait la plupart de ses journées dans sa chambre, laissant Gabrielle gérer presque tout. « Que t'a dit le médecin ?» demanda Thomas, assis à son chevet. « Qu'il n'y a rien à faire », répondit Catherine faiblement. « Mon corps se dégrade. Peut-être une maladie du sang, peut-être simplement l'âge. De toute façon, je n'en ai plus pour longtemps. Ne dis pas ça. C'est la vérité, Thomas. » Elle prit sa main dans la sienne. « Nous devons parler de l'avenir, de ton avenir. Riverside me reviendra. C'est écrit dans le testament. » « Oui, mais... » Catherine hésita. « Il y a des complications, des gens qui pourraient contester ta légitimité, des cousins éloignés de Jonathan qui voudraient la propriété. »
Si je meurs, il pourrait exiger des preuves, termina Thomas. Des preuves de ma paternité légitime. Exactement. Et ces preuves n'existent pas. Catherine ferma les yeux. J'ai créé des documents, des lettres prétendument de Jonathan, écrites avant sa mort, reconnaissant ta paternité. Mais elles sont des faux. Un expert pourrait les détecter. Donc ma position est fragile. Plus fragile que tu ne le penses. Catherine ouvrit les yeux, fixant intensément son fils. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'ai gardé secret, même à Gabriel. Quoi? J'ai écrit un testament, un vrai testament, légal, déposé chez l'avocat à Charleston. Dans ce testament, je te lègue Riverside et tout ce qu'il contient. Mais j'ai aussi inclus une clause concernant Gabriel. Thomas se tendit. Quelle clause? Je la franchis. Après ma mort, Gabriel devient un homme libre. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que c'est dangereux. Pour lui, pour toi, pour nous tous. Si les gens apprennent qu'une veuve riche a franchi son esclave comptable dans son testament, ils se poseront des questions. Ils feront des connexions. Ils pourraient découvrir la vérité. Oui, donc cette clause doit rester secrète jusqu'à ma mort. Et même alors, son exécution sera compliquée. Les lois de Caroline du Sud sur l'affranchissement sont strictes. Gabriel devra quitter l'État dans l'année suivant sa libération. Il ne pourra jamais revenir. Thomas se leva, marchant vers la fenêtre. Au loin, il pouvait voir les quartiers des esclaves, les champs de coton, tout l'empire construit sur l'oppression. C'est absurde. Tout ce système est absurde. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas un monde, c'est un cauchemar. Thomas se retourna vers sa mère. Et si nous parlions, si nous disions la vérité, tu serais détruit, légalement classé comme esclave. Tout ce que tu possèdes serait saisi. Tu serais probablement vendu aux enchères. Et Gabriel et moi serions probablement pendus pour avoir violé les lois anti-métissage. Donc nous restons prisonniers de ce mensonge, jusqu'à ma mort. Après, tu seras seul à porter ce secret. Catherine toussa, une toux profonde qui secoua tout son corps. Quand elle put parler à nouveau, sa voix était à peine un murmure. Promets-moi, Thomas, promets-moi que tu protégeras ce secret. Pour toi, pour Gabriel, pour la mémoire de tout ce que nous avons essayé de construire. Je promets, dit Thomas, bien qu'il ne soit pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Cette nuit-là, Thomas alla au bureau où Gabriel travaillait tard sur les comptes. Il ferma la porte derrière lui et s'assit en face de Gabriel. « Elle t'a franchi dans son testament », dit Thomas sans préambule. Gabriel leva les yeux, surpris. « Comment le sais-tu » ? Elle me l'a dit aujourd'hui. Gabriel posa sa plume lentement. « Je ne savais pas. Elle ne te l'a jamais dit ?»« Non. Catherine, ta mère, elle garde beaucoup de secrets, même à moi. Que feras-tu quand tu seras libre ?» Gabriel regarda ses mains qui avaient tenu tant de plumes, écrit tant de chiffres, géré tant de richesses qui ne lui appartiendraient jamais. Je ne sais pas. Partir, probablement. Aller au nord, essayer de vivre comme un homme libre pour la première fois de ma vie, et me laisser seul. Tu ne seras pas seul. Tu auras Riverside. Tu auras fortune et position. Tu auras tout ce que ce monde peut offrir à un homme blanc. Sauf que je ne suis pas blanc, dit amèrement Thomas. Pas vraiment. Pas légalement, si la vérité était connue. Mais la vérité ne sera pas connue. Pas si nous sommes prudents. Thomas se pencha en avant. Et si je ne voulais pas être prudent? Et si je voulais la vérité? La vérité te détruirait. Peut-être. Mais au moins ce serait honnête. Gabriel secoua la tête. L'honnêteté est un luxe, Thomas. Un luxe que seuls les privilégiés peuvent se permettre. Pour des gens comme toi et moi, la survie vient d'abord. Des gens comme toi et moi, répéta Thomas. C'est la première fois que tu admets que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils, dit Gabriel fermement. Tu vis dans une grande maison. Je vis dans une cabane d'esclaves. Tu étudies à l'université. Je n'ai jamais quitté cette plantation depuis 15 ans. Tu as un avenir. Je n'ai qu'un passé.
Nous ne sommes pas pareils, peu importe ce que dit le sang. Le sang devrait compter pour quelque chose. Dans ce monde, le sang noir annule tout le reste. Gabriel se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Écoute-moi, Thomas. Quand ta mère mourra, tu hériteras de cette plantation. Tu hériteras de moi aussi, jusqu'à ce que le testament soit exécuté. Et pendant ce bref moment, je serai légalement ta propriété. Ton père sera ton esclave. Pense-y, vraiment, pense-y. C'est l'absurdité complète de ce système. C'est pourquoi il doit être détruit. Peut-être, mais pas par toi. Pas si tu veux survivre. » Gabriel se retourna pour faire face à Thomas. « Tu dois jouer le jeu, Thomas. Tu dois être le parfait gentilhomme sudiste. Tu dois épouser une fille de bonne famille, avoir des enfants blancs, diluer encore plus ce sang dangereux qui coule dans tes veines. Tu dois devenir ce que le monde pense que tu es. C'est la seule façon. Et toi? Moi, je disparaîtrai. Je deviendrai un homme libre quelque part au nord, et peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, quand ce système s'effondrera enfin. Parce qu'il s'effondrera. Rien de si injuste ne peut durer éternellement. Peut-être que ton histoire et la mienne seront possibles à raconter. Mais pas maintenant. Pas encore. Catherine Belmont mourut en novembre 1849, après 6 mois de souffrance progressive. Elle avait 47 ans. Sa mort fut enregistrée comme causée par une maladie chronique du sang. Un diagnostic vague qui couvrait une multitude de conditions à l'époque. Thomas, âgé de 17 ans, se retrouva soudainement maître de Riverside. Le testament de Catherine fut lu chez l'avocat à Charleston. Comme prévu, tout revenait à Thomas. La plantation, les terres, les esclaves, les biens. La clause concernant l'affranchissement de Gabriel était là, rédigée en termes légaux secs. Mais il y avait un problème. Les cousins de Jonathan Belmont, en particulier un certain Harold Belmont, qui vivait à Charleston, contestèrent immédiatement le testament. Ils n'étaient pas intéressés par la propriété elle-même. Leur propre fortune était suffisante, mais par le principe. Comment une veuve pouvait-elle affranchir un esclave de valeur? Cela suggérait une relation inappropriée. Cela soulevait des questions sur la moralité de Catherine et, par extension, sur la légitimité de Thomas. L'avocat de Catherine, un homme âgé nommé Samuel Hutchinson, convoqua Thomas pour une réunion privée. « Ils vont enquêter », dit Hutchinson gravement. « Ils vont examiner chaque détail de la vie de ta mère. Ils vont chercher des preuves d'inconduite. S'ils trouvent... » « Ils ne trouveront rien, » dit Thomas avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. « Vraiment? Aucune lettre compromettante, aucun journal intime, aucun témoignage de serviteur. Ma mère était prudente. Prudente, peut-être, mais parfaite? Personne n'est parfait. » Hutchinson se pencha en avant. « Thomas, je vais te dire quelque chose en confidence. Ta mère m'a payé généreusement au fil des années pour détruire certains documents, pour rédiger certaines lettres, pour créer certaines fictions. Je sais qu'elle avait des secrets. Je ne connais pas tous les détails, et je n'ai pas besoin de les connaître. Mais je sais qu'il y a des choses dans ton passé qui ne supporteraient pas un examen minutieux. Que suggérez-vous? Retire la clause d'affranchissement. Garde Gabriel comme esclave. Cela fera taire les soupçons. Cela montrera que tu n'as rien à cacher. » Thomas sentit quelque chose se briser en lui. C'était le souhait de ma mère. Ton souhait de ta mère pourrait te détruire. Choisis, honorer sa volonté ou protéger ton avenir. Thomas quitta le cabinet d'avocat dans un état de confusion et de rage. Comment pouvait-il trahir le dernier souhait de sa mère? Comment pouvait-il maintenir Gabriel en esclavage alors que la liberté avait été promise? Il retourna à Riverside et alla directement au bureau où Gabriel travaillait. Il ferma la porte et expliqua la situation. Gabriel écouta en silence. Quand Thomas termina, il hocha simplement la tête. « Je comprends. C'est tout? Tu comprends? Que veux-tu que je dise, Thomas? Que je suis déçu? Que je me sens trahi? Je le suis.
Mais je comprends aussi la réalité. Je pourrais les combattre. Je pourrais défendre le testament. Et risquer tout? Gabriel secoua la tête. Non. L'avocat a raison. Retire la clause. Garde-moi en esclavage. C'est plus sûr pour nous deux. Comment peux-tu être si calme? Oh, parce que j'ai vécu toute ma vie comme esclave, dit Gabriel d'une voix plate. Une promesse de liberté brisée n'est qu'une déception de plus dans une longue liste. Thomas se laissa tomber dans le fauteuil, la tête entre les mains. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois intelligent. Protège-toi. C'est ce que ta mère aurait voulu. Mais quelque chose changea en Thomas à partir de ce moment. La culpabilité le rongeait. Chaque jour, en voyant Gabriel travailler silencieusement dans le bureau, en sachant qu'il avait trahi la promesse de liberté, Thomas sentait son ressentiment grandir. Pas contre Gabriel, mais contre le système entier. Contre les lois qui forçaient cette trahison. Contre la société qui rendait l'honnêteté impossible. Et dans cette culpabilité et ce ressentiment, une graine sombre commença à germer dans l'esprit de Thomas. Une idée terrible. Une vengeance contre ceux qui l'avaient forcé à cette trahison. Thomas retourna à l'université en janvier 1850 pour sa 2e année, mais il était changé. La mort de sa mère, la trahison forcée de Gabriel, le poids constant du secret qu'il portait, tout cela l'avait endurci. Il n'était plus le garçon idéaliste qui questionnait le système. Il était devenu quelque chose de plus sombre, de plus calculateur. Il commença à étudier le droit avec une intensité nouvelle. Pas pour devenir avocat, cela était en dessous d'un gentilhomme de sa position, mais pour comprendre les mécanismes légaux qui régissaient la propriété, l'héritage et surtout la classification raciale. Il découvrit des failles intéressantes. La loi définissait un noir comme toute personne ayant une goutte de sang africain. Mais comment prouvait-on ce sang? Par l'apparence physique principalement, par des témoignages, par des documents d'ascendance. Si ces éléments étaient manipulés, contrôlés, falsifiés, la classification pouvait être manipulée aussi. Thomas commença à comprendre quelque chose de fondamental. La race n'était pas une réalité biologique fixe, mais une construction sociale maintenue par des documents, des témoignages et des apparences. Et toutes ces choses pouvaient être manipulées par quelqu'un de suffisamment intelligent, suffisamment patient et suffisamment impitoyable. Il commença aussi à observer comment les fortunes étaient construites et détruites dans le Sud. Les plantations passaient de main en main, à travers mariages stratégiques, héritages contestés, dettes accumulées. Un homme pouvait être riche un jour et ruiné le lendemain si les bonnes manœuvres légales et financières étaient employées contre lui. Une idée terrible mais fascinante prenait forme dans son esprit. Et si Gabriel pouvait avoir sa revanche? Et si, à travers une série de manipulations habiles, Gabriel pouvait non seulement obtenir sa liberté, mais aussi obtenir la fortune qui lui avait été refusée? À l'été de 1850, Thomas retourna à Riverside avec un plan. Un plan dangereux, complexe et profondément immoral par les standards de l'époque. Mais un plan qui, s'il fonctionnait, pourrait inverser les rôles de maître et d'esclave de la manière la plus complète et la plus ironique possible. Il appela Gabriel au bureau et ferma la porte à clé. « J'ai une proposition à te faire, » dit Thomas. « Une proposition qui pourrait te donner non seulement la liberté, mais aussi tout ce que tu mérites. » Gabriel le regarda avec suspicion. « De quoi parles-tu? De vengeance? De justice? D'un renversement complet de cette situation absurde? » Thomas s'assit, ses yeux brillant d'une intensité étrange. « Mais cela nécessiterait ta coopération totale, et cela impliquerait des actes qui ne sont pas exactement légaux. » Continue. Thomas prit une profonde respiration. « Voici ce que je propose. Nous créons une fiction complète et convaincante. Nous faisons croire que je suis profondément endetté, que j'ai fait de mauvais investissements, que je suis au bord de la ruine. Nous falsifions des documents montrant que j'ai emprunté de l'argent, que je ne peux pas rembourser. Et puis, au dernier moment, un sauveur apparaît. Qui? Toi? Gabriel fronça les sourcils. Comment un esclave pourrait-il sauver son maître de la faillite?
pas un esclave, un homme libre. Nous créons une identité pour toi, des papiers de liberté falsifiés, datant de plusieurs années, des documents montrant que tu as vécu au nord, que tu as économisé de l'argent, que tu es revenu au sud comme homme d'affaires libre, et tu m'offres de sauver la plantation en échange d'une participation. C'est de la folie, c'est de la justice. Thomas se pencha en avant. Pense-y, tu as géré cette plantation pendant des années. Tu connais chaque détail, chaque compte, chaque transaction. Tu l'as rendue prospère. Mais tu n'as jamais rien reçu en retour. Pas de salaire, pas de reconnaissance, rien. Et moi, j'ai hérité de tout simplement parce que la peau de ma mère était blanche. C'est absurde. C'est aussi la loi. Les lois peuvent être contournées. Thomas sortit une liasse de papier de son bureau. J'ai déjà commencé à créer des documents, des contrats falsifiés, des lettres de créanciers fictifs, des registres de transactions qui n'ont jamais eu lieu. Avec ton aide, nous pouvons rendre cela convaincant. Et puis, lentement, progressivement, nous transférons le contrôle de Riverside de moi à toi. Et qu'est-ce que cela te donne? La rédemption, dit simplement Thomas. Une chance de corriger l'injustice de ta situation, et peut-être... Il hésita. Peut-être une chance de reconnaître publiquement ce que je ne peux pas dire en privé. Que tu es mon père, que tu mérites mieux que cette vie. Gabriel resta silencieux pendant un long moment. Thomas pouvait voir les pensées se succéder sur son visage. Tentation, méfiance, espoir, peur. Si nous sommes découverts, dit finalement Gabriel, nous serons tous les deux pendus. Seulement si nous sommes découverts. Mais si nous sommes prudents, si nous sommes patients, si nous construisons cette fiction assez soigneusement, nous pourrions réussir. Pourquoi fais-tu cela? Vraiment? Thomas rencontra le regard de Gabriel directement. Parce que je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Parce que chaque jour où je te vois travailler comme esclave, sachant que tu es mon père, me tue lentement. Parce que je veux que ce système tordu paie pour ce qu'il nous a fait à tous les deux. Gabriel hocha lentement la tête. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Si cela échoue, si nous sommes découverts, tu me blâmes entièrement. Tu dis que je t'ai manipulé, que j'ai forgé les documents sans ton consentement. Tu te sauves. Je ne ferai jamais ça. Tu le feras, dit Gabriel fermement. Parce que tu as une chance de survivre dans ce monde si tu es découvert. Moi, je n'en ai aucune. Donc promets-moi, si cela échoue, tu me sacrifies pour te sauver. Thomas voulut protester, mais il vit la détermination dans les yeux de Gabriel. D'accord, je promets. Ainsi commença la plus grande fraude de l'histoire de la Caroline du Sud. Une fraude orchestrée non par cupidité, mais par amour filial tordu et par rage contre l'injustice. Une fraude qui prendrait des années à mettre en œuvre, mais qui, si elle réussissait, inverserait complètement les rôles de père et de fils. Les 3 années qui suivirent, de 1850 à 1853, virent Thomas et Gabriel construire méticuleusement leur fiction. Ce fut un travail d'une précision minutieuse, chaque détail soigneusement planifié et exécuté. D'abord, Gabriel créa son identité alternative. Thomas, utilisant ses connexions universitaires, obtint des faux papiers d'affranchissement datant de 1845, prétendument signés par un maître fictif du Maryland. Ces papiers établissaient que Gabriel Freeman, le nouveau nom choisi, ironiquement transparent, avait été affranchi et avait légalement le droit de circuler et de faire des affaires comme homme libre. Ensuite, ils créèrent un historique financier pour Gabriel Freeman. Des lettres de Banque du Nord attestant de dépôts réguliers. Des documents montrant des investissements réussis dans des entreprises commerciales. Des témoignages de marchands fictifs louant l'acuité commerciale de Gabriel. Chaque document était une œuvre d'art de falsification, utilisant les compétences en calligraphie de Gabriel et la connaissance de Thomas des procédures légales. Parallèlement, Thomas commença à construire l'apparence de difficultés financières. Il inventa des investissements désastreux dans des entreprises cotonnières qui avaient fait faillite.
Il créa des dettes fictives auprès de créanciers imaginaires. Il falsifie des registres de vente de coton à des prix bradés. Sur papier, Riverside semblait glisser lentement vers la ruine. L'aspect le plus audacieux du plan vint en 1852. Gabriel, utilisant son identité de Gabriel Freeman, apparut à Charleston en tant qu'homme d'affaires noir libre du Nord, intéressé par des investissements dans des plantations sudistes en difficulté. Il loua une chambre dans une pension pour noirs libres, s'habilla en costume respectable et commença à se faire connaître dans les cercles commerciaux. La première fois que Thomas vit Gabriel dans ce rôle, dans un café de Charleston fréquenté par des hommes d'affaires, il faillit ne pas le reconnaître. Gabriel se tenait différemment. Il parlait différemment. Il regardait les gens dans les yeux, quelque chose qu'aucun esclave ne ferait jamais. Il était transformé, libéré non par des papiers, mais par la performance, par l'acte de se comporter comme un homme libre. Ils se rencontrèrent publiquement, prétendant que c'était leur première rencontre. Thomas joua le jeune planteur embarrassé, cherchant désespérément des fonds. Gabriel joua l'investisseur prudent mais intéressé. Des témoins observèrent leurs négociations. Des documents furent signés en présence de notaires corrompus que Thomas avait payés. Lentement, progressivement, sur le papier, Gabriel Freeman commença à acquérir des parts de Riverside. D'abord 10% en échange d'un prêt, puis 20% en échange d'un autre investissement, puis 30%. Chaque transaction était documentée, enregistrée, légalement apparente bien qu'entièrement frauduleuse. Les planteurs voisins observaient avec un mélange de désapprobation et de fascination. Un noir libre devenant partenaire dans une plantation blanche, c'était inhabituel certainement, mais pas illégal. La Caroline du Sud, malgré son système esclavagiste rigide, avait une petite population de Noirs libres qui possédaient des propriétés et menaient des affaires. Gabriel Freeman, avec ses manières éduquées et ses documents apparemment légitimes, semblait simplement un exemple inhabituel de ce phénomène. Mais l'audace du plan ne s'arrêtait pas là. Thomas et Gabriel décidèrent d'aller plus loin. En 1853, Thomas annonça qu'il allait se marier. Son choix de fiancée choqua la société de Charleston. Amanda Sterling, fille d'un riche marchand, mais avec une réputation de manière peu conventionnelle et d'opinion abolitionniste modérée. Le mariage était une nécessité stratégique. Thomas avait besoin de maintenir l'apparence d'un gentilhomme respectable, essayant de restaurer sa fortune par une alliance avantageuse. Mais il choisit délibérément une femme qui, il le savait, ne poserait pas trop de questions sur ses affaires avec Gabriel Freeman. Amanda était intelligente, cultivée et surtout pragmatique. Elle comprenait que son mariage avec Thomas était autant une transaction commerciale qu'une union romantique. Elle apportait une dot généreuse qui aiderait ostensiblement à renflouer Riverside. En échange, elle obtenait le statut social d'être Madame Belmont. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait sauf Thomas et Gabriel, c'est que la dot serait utilisée pour financer la prochaine phase du plan. Une phase encore plus audacieuse que tout ce qui avait précédé. En janvier 1854, après 4 ans de préparation méticuleuse, Thomas et Gabriel exécutèrent la phase finale de leur plan. Thomas convoqua tous les créanciers fictifs et réels de Riverside, ainsi que plusieurs planteurs voisins, pour une réunion à la plantation. Debout dans le grand salon, Thomas fit une annonce stupéfiante. Il ne pouvait plus maintenir Riverside. Les dettes étaient trop importantes. Les investissements avaient échoué. Il n'avait plus le choix que de vendre. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt. Les Belmont, une des plus anciennes familles de la région, forcées de vendre. C'était un scandale, une chute dramatique du statut social. Plusieurs acheteurs potentiels émergèrent, salivant à l'idée d'acquérir Riverside à un prix réduit. Mais Thomas annonça qu'il avait déjà un acheteur, Gabriel Freeman, son partenaire commercial, qui avait accepté d'acheter la propriété entière en échange d'annuler toutes les dettes de Thomas. Les protestations fusèrent immédiatement. Un noir, même libre, possédant une plantation entière avec tous ses esclaves.
C'était pratiquement inouï. Plusieurs planteurs voisins menacèrent de contester la vente, de faire appel aux tribunaux, d'utiliser toutes les manœuvres légales disponibles pour bloquer la transaction. Mais Thomas et Gabriel avaient anticipé cela. Ils avaient passé des années à construire une documentation légale impeccable. Chaque transaction était enregistrée correctement. Chaque dette était documentée par des contrats légaux. Chaque investissement de Gabriel était soutenu par des papiers en ordre. Les avocats examinèrent les documents et ne purent retrouver aucune faille légale. Aussi désagréable que cela puisse être socialement, la vente était parfaitement légale. Gabriel Freeman, homme noir libre, devenait propriétaire de Riverside et de tout ce qu'elle contenait. Le jour où la vente fut finalisée, Gabriel se tenait dans le bureau où il avait travaillé comme esclave pendant près de 30 ans. Il tenait dans ses mains l'acte de propriété, un document qui faisait officiellement de lui le maître de 1200 acres de terre, d'une demeure imposante, et de 87 êtres humains. L'ironie était presque insupportable. Gabriel, qui avait été propriété, possédait maintenant d'autres personnes comme propriété. C'était le paradoxe cruel du plan. Pour obtenir justice, il devait participer au système même qu'il avait opprimé. Thomas, selon les termes de la vente, conserva le droit de vivre dans une petite maison sur la propriété. Officiellement, il était ruiné, dépossédé de son héritage. Les gens le regardaient avec pitié ou satisfaction, selon leurs sentiments envers la famille Belmont. Le jeune maître déchu, réduit à vivre sur la charité de son ancien partenaire commercial. Mais en privé, dans la petite maison où Thomas vivait maintenant avec Amanda, une célébration différente se déroulait. Thomas et Gabriel, père et fils, riaient de l'absurdité de leur succès. Ils avaient fait l'impossible, ils avaient renversé l'ordre établi, du moins en apparence. « Mais que fais-tu maintenant » demanda Thomas à Gabriel. « Tu possèdes des esclaves. Tu es devenu ce que nous détestons tous les deux. » Gabriel, assis dans le bureau qui était maintenant légalement le sien, regarda par la fenêtre vers les quartiers des esclaves. « Je les affranchis. Tous. C'est impossible. Les lois de Caroline du Sud exigent que les esclaves affranchis quittent l'État. Alors je les aide à partir, je leur donne de l'argent, des ressources, un passage vers le nord. » Gabriel se tourna vers Thomas. « C'est le but de tout ceci, non? Pas seulement ma liberté, mais la justice pour tous. Les planteurs voisins ne toléreront jamais cela. Ils verront un noir libérant des esclaves comme une menace directe à leur propre système. Qu'ils essaient de m'arrêter. » Pour la première fois de sa vie, Gabriel parlait avec une confiance absolue, sans la moindre trace de subordination. « J'ai les documents légaux. J'ai la propriété. Selon les lois de ce pays tordu, je suis un homme libre possédant une propriété légale. Ils ne peuvent rien faire. » Mais Thomas n'était pas si sûr. Il connaissait le Sud mieux que Gabriel ne le réalisait. Il connaissait la violence latente qui maintenait le système esclavagiste, la volonté de certains hommes de violer leurs propres lois pour préserver l'ordre racial. Et il craignait ce qui pourrait arriver si Gabriel poussait trop loin, trop vite. Les 6 mois suivant l'acquisition de Riverside par Gabriel furent marqués par une tension croissante. Gabriel, fidèle à sa parole, commença à affranchir les esclaves de la plantation. Il le fit légalement, utilisant les procédures appropriées, mais rapidement. Trop rapidement pour le confort des planteurs voisins. Les rumeurs se répandirent. Gabriel Freeman était un abolitionniste radical. Il travaillait pour détruire le système esclavagiste du Sud. Il devait être arrêté par des moyens légaux ou autres. En juillet 1854, une délégation de planteurs voisins se présenta à Riverside. Leur porte-parole était Harold Belmont, le cousin de Jonathan qui avait contesté le testament de Catherine des années auparavant. « Freeman, » dit Harold avec mépris, refusant d'utiliser le titre de « Monsieur », « vous allez trop loin. Libérer quelques esclaves est une chose, vider une plantation entière en est une autre. Vous créez un précédent dangereux. » Gabriel, se tenant droit dans sa propre demeure, ne scia pas. « Je fais ce que je veux avec ma propriété légale. » « Votre propriété légale ?»
Harold ricana. Nous savons tous que cette vente est une fraude. Vous et ce pathétique Belmont, il cracha le nom avec dégoût. Vous avez construit cette mascarade ensemble. Prouvez-le. Nous le ferons. Harold se pencha en avant, sa voix devenant menaçante. Nous examinerons chaque document, chaque transaction, chaque accord. Et quand nous trouverons la fraude, et nous la trouverons, vous serez vendu comme l'esclave que vous êtes vraiment. Après leur départ, Thomas vint trouver Gabriel, pâle et secoué. Ils vont enquêter, ils vont tout découvrir. Laisse-les enquêter, dit Gabriel avec une confiance qu'il ne ressentait peut-être pas entièrement. Nous avons été méticuleux, il n'y a rien à trouver. Mais Thomas n'était pas convaincu. Il connaissait Harold Belmont, connaissait sa ténacité, son influence. S'il décidait vraiment de détruire Gabriel, il trouverait un moyen, légal ou non. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Amanda, l'épouse de Thomas, qui avait jusque-là semblé accepter passivement la situation bizarre de son mari, demanda une conversation privée avec Thomas. « Je sais », dit-elle simplement quand ils furent seuls. « Tu sais quoi ? Tout. Gabriel n'est pas qu'un partenaire commercial, cette vente n'était pas réelle, et tu... » Elle le regarda intensément. « Tu n'es pas entièrement ce que tu prétends être. » Thomas sentit son sang se glacer. « Comment ? Je ne suis pas stupide, Thomas, j'ai des yeux. J'ai vu comment toi et Gabriel interagissaient. J'ai vu les similitudes physiques que tu essaies de cacher. J'ai reconstitué l'histoire de ta mère et de sa relation avec son esclave. » Elle s'assit, étonnamment calme. « La vraie question est, que vais-je faire de cette information ? Tu pourrais nous détruire tous les deux. » « Je pourrais. » Amanda sourit légèrement. « Mais pourquoi le ferais-je ? J'admire ce que vous avez fait. C'est audacieux, c'est ingénieux. C'est la revanche parfaite contre ce système pourri. Alors tu vas garder le secret ? À une condition. » Amanda se pencha en avant. « Laisse-moi aider. Laisse-moi utiliser mon réseau, mes connexions, ma position sociale pour protéger Gabriel. Je peux influencer l'opinion, semer des doutes sur les accusations, rendre l'enquête difficile. Mais en échange, tu dois me dire toute la vérité. Tout. » Thomas hésita puis hocha la tête. Et pour la première fois, il raconta l'histoire complète à quelqu'un d'autre. La relation entre Catherine et Gabriel, sa propre naissance, le secret maintenu pendant des années, le plan audacieux pour inverser les rôles. Amanda écouta tout, ses yeux s'élargissant mais son visage restant composé. « C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue, » dit-elle quand Thomas termina. « Et la plus dangereuse. Je sais. Mais cela peut fonctionner. Avec mon aide, cela peut vraiment fonctionner. » Amanda prit les mains de Thomas dans les siennes. « Mais nous devons être plus intelligents. Gabriel libère les esclaves trop rapidement. Cela attire trop d'attention. Il doit ralentir, être plus subtil. » Elle avait raison. Thomas le savait. Il convainquit Gabriel de modérer son rythme d'affranchissement, de les échelonner sur plusieurs années pour attirer moins d'attention. C'était frustrant pour Gabriel, qui voulait la justice immédiate, mais c'était nécessaire pour la survie. Mais la modération arriva trop tard. Harold Belmont avait déjà engagé un détective privé, un homme spécialisé dans l'exposition des fraudes commerciales. Cet homme, nommé Silas Crawford, était méthodique et impitoyable. Crawford commença à interroger des gens. Les commerçants de Charleston qui prétendument avaient fait affaire avec Gabriel Freeman. Les banquiers du Nord qui auraient tenu ses comptes. Les notaires qui avaient authentifié les documents. Et lentement, inévitablement, des fissures apparurent dans la fiction. Un commerçant admit sous pression qu'il avait été payé pour signer un faux témoignage. Un notaire révéla qu'il avait certifié des documents sans vraiment vérifier les signatures. Une banque du Nord confirma qu'aucun compte au nom de Gabriel Freeman n'existait dans leur livre. En octobre 1854, Crawford présenta ses conclusions à Harold Belmont. Le cas était clair. La vente de Riverside était basée sur des documents frauduleux, des témoignages falsifiés et des transactions fictives.
Gabriel Freeman n'avait jamais eu les fonds qu'il prétendait avoir. Toute la transaction était une fraude élaborée. Harold Belmont prit ces informations directement au shérif. Des mandats d'arrêt furent émis pour Gabriel et Thomas. Tous les deux seraient accusés de fraude, de falsification de documents et de conspiration. Quand les nouvelles atteignirent Riverside, Gabriel et Thomas se trouvaient dans le bureau. Gabriel resta étrangement calme. « C'est fini », dit-il simplement. « Nous pouvons fuir », dit Thomas désespérément. « Nous pouvons aller au nord, commencer une nouvelle vie. » « Non. » Gabriel secoua la tête. « Tu te souviens de notre accord. Si nous sommes découverts, tu me blâmes. Tu dis que je t'ai manipulé, trompé. Tu te sauves. Je ne ferai jamais ça. Tu le feras. » Gabriel prit les mains de Thomas dans les siennes, le geste d'un père à son fils. « Écoute-moi. Si tu es reconnu coupable de fraude, ils examineront ta vie en détail. Ils découvriront la vérité sur ta naissance. Et alors, tu seras légalement reclassé comme noir, comme esclave. Tout sera perdu. Ta liberté, ta fortune, ta vie. Et toi, que t'arrivera-t-il? Je serai pendu, probablement, ou vendu. Peu importe. » Gabriel sourit tristement. « J'ai vécu plus libre pendant ces 6 derniers mois que pendant toute ma vie. J'ai possédé une plantation. J'ai libéré des esclaves. J'ai été un homme, ne serait-ce que brièvement. C'est plus que la plupart dans ma situation n'obtiennent jamais. Non. » Thomas secoua la tête violemment. Il doit y avoir un autre moyen. Mais il n'y en avait pas. Les shérifs arrivèrent le lendemain matin. Gabriel se rendit sans résistance. Thomas, suivant les instructions de Gabriel, joua le jeune homme trompé, manipulé par un esclave rusé qui avait abusé de sa confiance. Le procès fut rapide. Gabriel fut reconnu coupable de fraude, de falsification de documents, d'usurpation d'identité d'homme libre et de multiples autres crimes. Thomas, grâce à son témoignage contre Gabriel et à l'intervention d'Amanda qui utilisa ses connexions familiales, fut déclaré victime plutôt que complice. La sentence pour Gabriel fut brutale, 100 coups de fouet suivis d'une vente aux enchères. Riverside serait saisi et vendu aux enchères pour payer les dettes fictives que Gabriel avait créées. Le jour de l'exécution de la sentence, Thomas était là, forcé d'assister par les autorités. Il regarda, impuissant, tandis que Gabriel était attaché au poteau et fouetté. Chaque coup résonnait dans l'âme de Thomas comme son propre échec, sa propre trahison. Après le fouettage, Gabriel fut emmené vers la place du marché aux esclaves de Charleston pour être vendu. Avant qu'il ne l'emmène, Gabriel croisa le regard de Thomas. Aucun mot ne fut échangé, mais le message était clair. Je ne regrette rien. Survis. Rappelle-toi. Raconte l'histoire un jour. Gabriel fut vendu à un planteur du Mississippi profond pour 800 $. Il disparut dans le système, avalé par la machine implacable de l'esclavage américain. Thomas ne le revit jamais. Riverside fut mise aux enchères et achetée par Harold Belmont pour une fraction de sa valeur réelle. Thomas et Amanda se retrouvèrent avec presque rien, juste assez de la dot d'Amanda pour survivre modestement. Ils quittèrent la Caroline du Sud, incapables de supporter les regards, les murmures, le poids du scandale. Ils s'installèrent dans une petite ville du Tennessee où personne ne connaissait leur histoire. Les années passèrent. Thomas devint un homme amer et silencieux, hanté par le souvenir de Gabriel, par sa trahison, par l'injustice de tout cela. Amanda resta à ses côtés, mais quelque chose s'était brisé en lui qui ne pourrait jamais être réparé. En 1861, quand la guerre civile éclata, Thomas ne se porta pas volontaire pour l'armée confédérée comme tant d'hommes du Sud. Il ne pouvait pas se battre pour préserver le système qui avait détruit sa famille. Mais il ne pouvait pas non plus rejoindre l'Union, car cela aurait été une trahison trop évidente de ses origines sudistes. Il resta passif, observant le monde se déchirer autour de lui, attendant que le système s'effondre enfin. Quand la guerre se termina en 1865 et que l'esclavage fut aboli, Thomas espérait retrouver Gabriel. Il écrivit des lettres, fit des enquêtes, chercha dans les registres d'affranchissement. Mais il ne trouva aucune trace. Gabriel avait soit péri dans le système, soit changé de nom et disparu volontairement.
En 1849, Thomas Belmont mourut à 67 ans. Ses derniers mots à Amanda furent « Est-ce qu'il sait que je ne l'ai jamais vraiment trahi? Est-ce qu'il comprend que je n'avais pas le choix ?» Amanda ne put répondre. Elle ne savait pas. Personne ne savait. Ce qui resta fut le testament étrange que j'ai mentionné au début. Un document qui ne léguait rien, qui ne nommait personne, qui disait seulement « Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai créé et que mon sang n'hérite jamais de ce qu'il m'a volé. » Les historiens qui découvrirent ce testament des décennies plus tard débattirent de sa signification. Certains pensaient qu'il faisait référence à une dette morale. D'autres suggéraient une culpabilité pour des crimes non spécifiés. Personne ne connecta jamais les points. Le fils né d'une relation interdite, le plan audacieux pour inverser les rôles de maître et d'esclave, la trahison forcée et la perte finale de tout. Les documents concernant Gabriel Freeman et la vente frauduleuse de Riverside furent perdus dans un incendie des archives du comté en 1878. Riverside elle-même fut détruite pendant la guerre, brûlée par les troupes de l'Union lors de leur marche vers le nord. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de cette histoire. Quelques registres fragmentaires. Le testament énigmatique. Des rumeurs transmises à travers des générations devenant de plus en plus déformées. Mais quelque part, peut-être, dans les descendants de ceux qui connaissaient Gabriel et Thomas, l'histoire persiste. Une histoire de deux hommes liés par le sang et séparés par la loi. Une histoire d'amour filial tordue en trahison par les exigences d'un système immoral. Une histoire de vengeance tentée et justice échouée. Et la question demeure, murmurée à travers le temps. Gabriel a-t-il vraiment volé la fortune? Ou était-ce Thomas qui vola la liberté de son père? Qui était vraiment le voleur dans cette histoire tordue? Pensez-vous que tout a été révélé? Croyez-vous que cette histoire s'est vraiment déroulée comme racontée? Commentez ci-dessous, abonnez-vous si vous aimez explorer les mystères sombres de l'histoire et partagez avec ceux qui apprécient les récits qui remettent en question ce que nous pensons savoir sur le passé. Parce que l'histoire, comme la vérité, est toujours plus compliquée qu'elle n'apparaît.